Le magazine de l'économie, produit et présenté par Zeki Azak et Tahar Almi. Bonjour, nous consacrons ce numéro du magazine de l'économie à l'emploi. Selon les derniers chiffres de l'INS, le taux de chômage dans notre pays s'élève au troisième trimestre de l'année en cours à 15,3% contre 15,2% au deuxième trimestre. La hausse n'est pas énorme en fait, mais elle est symbolique. Ceci prouve, si besoin est, que la situation n'a pas évolué et n'est pas en passe de s'améliorer. Nous connaissons les raisons, à savoir la récession de l'économie nationale, l'absence d'investissement, la faiblesse ou l'absence carrément de la création de richesses. Notre invité est Fekher Zaibi, directeur de l'Observatoire national de l'emploi et des qualifications, qui relève du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Dernièrement, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle a fait état de l'élaboration d'une politique pour la création de nouveaux postes d'emploi. En quoi cette politique diffère-t-elle des précédentes politiques mises en œuvre? Nous parlons de celle élaborée surtout après le janvier 2011. Peut-être avant de répondre à cette question, je vais un peu dresser la situation, un peu diagnostic pour sortir du taux global du chômage et pourquoi, dans quel cadre s'inscrit ce programme-là, la nouvelle politique et la nouvelle réforme qui a été entreprise par le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. En fait, effectivement, que le taux de chômage est de 15,3%, mais il a une hétérogénéité très importante et le problème du chômage en Tunisie, c'est un problème de chômage de jeunes en particulier, avec un taux de diplômés, et de femmes, de jeunes principalement, des diplômés plus particulièrement et des femmes également, surtout, avec un taux de chômage des jeunes de 33,3%. C'est très important de le noter. Également un problème de chômage d'insertion parce que la durée de chômage elle est très importante, aux alentours de plus que 36%. De chômage en moins 2 ans de chômage, et c'est un problème de chômage d'insertion structurelle également qu'il fallait donc penser. De l'autre côté, il y a un chômage élevé, un chômage hétérogène qui touche différentes catégories, en particulier les jeunes, mais paradoxalement, il y a des postes d'emploi qui sont vacants. Il y a des métiers qui sont en tension. Oui. C'est environ 150 000 postes vacants recensés dernièrement. Oui, selon les enquêtes qui ont été réalisées par l'Observatoire national de l'emploi et des qualifications, des dernières enquêtes qui ont été menées auprès des jeunes 15-29 ans et auprès des entreprises, et on a constaté effectivement qu'il y a 29 000 postes d'emploi en tension en 2015, postes en tension, c'est-à-dire en tension. En tension, c'est-à-dire ce sont des emplois que les entreprises n'ont pas pu satisfaire. Elle n'a pas trouvé le profil, elle n'a pas trouvé les compétences nécessaires pour C'était quoi alors le chiffre qui a été avancé il n'y a pas très longtemps par le CJD, d'ailleurs le Centre des jeunes dirigeants, qui faisait état de 150 000 postes d'emploi vacants, qui ne trouvent pas preneurs justement. Certes, mais je parle d'un travail qu'on a réalisé effectivement sur des entreprises qui emploient de 6 salariés, et plus récemment qu'on a présenté le 23 de ce mois les résultats de cette enquête-là. Et certainement, il y a des métiers en tension où on n'a pas trouvé parce qu'on a cherché, mais il y a d'autres postes d'emploi. Donc c'est 29 000, ne serait-ce qu'en 2015. En 2015. Déjà 2015 n'a pas encore... qui n'a pas pris fin. N'a pas pris fin. Oui, Tahar Almi. Au-delà de ces chiffres, on va essayer d'aller au fond du fond du problème, sans rentrer dans les détails qui ne signifient rien du tout. On peut dire que depuis des années, depuis l'indépendance, encore plus depuis 1975, il y a énormément d'offres d'emploi, d'un côté, qui ne sont pas satisfaites, et de l'autre côté, des demandes d'emploi qui ne sont pas satisfaites. D'abord, à votre avis, pourquoi? Pourquoi? C'est en fait l'une des raisons de cette différence entre l'offre et la demande. Entre l'offre et la demande, oui. C'est ce que j'ai déjà dit, c'est paradoxal. Tout d'abord parce qu'une adéquation entre l'offre de formation et d'éducation dans le sens donc vous mettez en avant l'interface système éducatif. C'est l'employabilité de notre formation et de nos diplômes. Essentiellement. Bon, d'accord. Ça, nous sommes d'accord. Cependant, est-ce qu'on ne peut pas parler de la rigidité du marché du travail, du code du travail? Certes, j'ai dit une raison, mais il y a d'autres raisons. Peut-être la rigidité a été soulevée
par pas mal d'études qui ont été faites depuis 2003, même avant, au niveau de cette rigidité. Certaines études qu'on a réalisées, effectivement, qui peuvent mettre en exergue cette problématique-là. Ce sont d'autres raisons qui s'ajoutent à cette différence qui existe entre l'offre et la demande. Oui, bien sûr. Attendez, un problème à la fois. D'accord. Donc, finalement, le Code du travail qui veut protéger le travailleur contre les licenciements abusifs, pour les conditions de travail, etc., va à l'encontre de l'employabilité, en fait. Certes, mais le Code de travail qui est censé protéger... Je parle de l'ancien. De l'ancien, bien sûr, de l'ancien. Voilà. Ce qui est censé protéger, normalement, il n'a pas protégé. Effectivement, réellement, il n'a pas protégé parce que certaines études qu'on a réalisées, particulièrement sur le diplômé de l'enseignement supérieur, sur un échantillon qu'on a suivi pendant 3 ans et demi, 4700, on a trouvé que ceux qui travaillent dans le secteur privé, ils reçoivent un salaire de moyenne de 250 dinars, ils ne sont pas protégés. Et ils ne sont pas cotisés. Donc, même en présence de cet instrument qu'on appelle... De cette loi très sévère. De cette loi qui était sévère, j'ai posé la question vraiment, est-ce que c'est pas la réaction envers cette rigidité qui est causée par ça? On va dans le même sens. Nous parlons de la même chose. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il doit y avoir des réaménagements du Code du travail au lieu de jeter et faire un nouveau Code du travail? Ça va nous prendre 5 ans. On va réaménager l'ancien pour le rendre plus malléable. Et ça serait dans quel sens? Effectivement, ça date depuis longtemps et le marché du travail, même la notion de marché du travail, de concept, elle est en train d'évoluer. On parle de l'intérim, on parle de beaucoup de choses qui sont en train de surgir dans le monde économique, en particulier en Tunisie. Y compris la Tunisie. Elle ne fait pas l'exception, la Tunisie. Donc, effectivement, mais c'est pas totalement. Donc, on essaie de repenser un peu notre cahier, notre loi, justement pour qu'on puisse infuser de sang à côté des aspects un peu économiques, pour qu'on puisse au-delà des sensibilités politique, par exemple. Ça doit être élaboré selon un consensus qui doit être partagé par l'ensemble, sinon on ne va pas aller au-delà de ça. Il fallait un consensus là-dessus pour qu'on puisse aller dans cette... Au-delà des démagogies. Oui, bien sûr, avec des choses scientifiques. Vous avez mis, il y a quelques instants, en avant l'inadéquation de la formation, l'emploi, etc., sur lequel vous êtes en train de travailler, nous en train de réfléchir, etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas que probablement l'offre de travail par les entreprises est plus importante dans les régions, alors que la demande elle est plus importante dans les zones industrielles de Tunis, Sfax, Bizerte, etc. Certainement, parce que la dernière étude qu'on a réalisée, on a trouvé que le tissu économique est concentré essentiellement dans les grands Tunis, dans les grandes zones économiques. Pourtant, dans les régions de l'intérieur où le taux de chômage est relativement élevé, surtout parmi les femmes, on ne trouve pas un tissu économique. Comment on peut résoudre? Mais de l'autre côté également, il y a l'inadéquation que vous avez soulevée, mais il y a également un problème de renonce à certains emplois. On a trouvé que certains jeunes refusent certains emplois qui sont proposés. À votre avis, pourquoi? Et il y a différentes raisons. Ça diffère entre les genres. De la femme la femme accepte beaucoup plus certains travaux que l'homme. Nous pensons à l'agriculture, par exemple. C'est pas évident toujours, mais la femme, elle refuse des emplois qui sont loin de son domicile, parce qu'elle trouve des difficultés pour se déplacer, même des aspects un peu sociaux qui l'empêchent justement de se déplacer d'une région à une autre pour trouver un emploi. Pour les hommes, il y a effectivement le salaire qui n'est pas intéressant. Ils disent qu'il n'est pas intéressant. On trouve rarement que des gens qui il y a des considérations financières. Bien sûr, il y a des considérations financières. Il fallait travailler sur ça également. Il fallait travailler sur ça, et dans certains pays, ils ont travaillé pour valoriser certains secteurs, pour valoriser certains métiers avec les professionnels. Ils ont travaillé sur un plan de réforme, un plan d'aménagement, un plan qu'on appelle justement, donc une feuille de route qui prend en charge la valorisation de certains métiers pour que les jeunes puissent accéder. Et vous voyez que l'étude qu'on a réalisée dernièrement sur les emplois vacants, les entreprises, et elle a montré qu'il y a 29 000, ils sont dans la majorité dans des petits métiers, dans l'artisanat essentiellement. Vous voyez qu'il n'est pas encore valorisé. Et vous voyez que il fallait donc retravailler sur cette question-là.
Vous n'avez pas répondu, Fekhar Zaïb, à ma première question au sujet justement de la politique annoncée par votre ministre il n'y a pas très longtemps. En quoi consiste cette politique, grosso modo, bien sûr, dans ses grandes lignes, et qu'apporte-t-elle de plus par rapport à toutes les politiques en matière d'encouragement à l'emploi et à la création de l'emploi qui ont été mises en œuvre, du moins, depuis janvier 2011, et qui n'ont pas abouti finalement, puisque nous avons encore ces chiffres-là, 15,3% de taux de chômage, soit plus de 620 000 chômeurs en Tunisie. En fait, j'ai essayé de présenter le contexte, un petit diagnostic, justement pour montrer dans quel cadre elle s'inscrit, et on a un problème de chômage, mais paradoxalement, il y a des offres qui ne sont pas satisfaites, mais de l'autre côté, il y a des exigences de l'entreprise. À travers les résultats qu'on a réalisés, on a trouvé que les compétences comportementales sont les premières exigences par les entreprises. Et lorsque je dis les compétences, le travail en équipe, beaucoup de choses qui ne sont pas enseignées dans notre dispositif d'enseignement d'éducation en général. Et que le candidat à un poste d'emploi il n'a pas les compétences comportementales nécessaires pour qu'il puisse accéder à ça. Les compétences techniques, contrairement à ce qu'on peut penser, ne sont pas les premières exigences, mais ce sont les deuxièmes niveaux d'exigence. On a trouvé que la majorité des entreprises exigent les compétences comportementales vers les candidats pour les postes qui n'ont pas été... C'est-à-dire de travailler en équipe. De travailler en équipe, d'avoir la possibilité de communication, la possibilité de s'intégrer dans l'équipe. Toutes les langues également, tous ces compétences comportementales n'existent pas, ils ne sont pas valorisés. Donc, vous voyez qu'entre ces deux paradoxes, également, notre modèle économique qui n'est pas créateur c'est pour ça qu'il y a eu d'emploi. Le 14 janvier 2011. On a dit que, donc, on n'a pas créé assez suffisamment d'emplois, le taux de croissance est faible, et même si le taux de croissance il revient à 5 et à 4%, on restera dans un autre problème, que notre modèle de développement économique, il crée des emplois qui nécessitent des moyens et des bas de qualification. Le modèle économique tel qu'il est maintenant, il crée, même si on revient à un taux de croissance important, donc il ne crée que suffisamment, il ne crée pas que des emplois où il y a des bas et moyennes qualifications. On n'a pas besoin de qualifications de l'expertise. On a dit que face à cette situation, est-ce qu'on devrait attendre qu'on repense un peu notre modèle, que la croissance économique reprenne? On a dit qu'on ne peut pas attendre, donc il fallait accompagner. Essayer d'accompagner les jeunes, accompagner les demandeurs d'emploi. Et monsieur le ministre... Comment? Par quel mécanisme? Oui, allez-y. Et monsieur le ministre vient d'énoncer un programme d'accompagnement. Et cette idée-là de sortir que le jeune aille directement pour chercher un emploi, il peut ne pas avoir ces compétences comportementales qui sont exigées par les entreprises, d'aller pour accompagner, pour construire un projet professionnel vers les demandeurs d'emploi qui n'a pas été fait auparavant. C'est-à-dire en complément de la formation qui a été faite. Il y a des chômeurs, il y a un stock. Oui. On ne peut pas attendre que le modèle économique soit revu, donc il fallait accompagner ces gens. Mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Ou est-ce que vous avez commencé déjà? Ça va se lancer 2016, donc 2016, en janvier 2016. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, comment on va commencer avec le demandeur d'emploi, en particulier, on va mettre l'accent sur le demandeur d'emploi qui sont en chômage depuis de longue durée, essentiellement, particulièrement. Et ça va être commencé par une entrée, c'est un bilan de compétences. Essayez de voir, personne par personne, c'est un accompagnement individualisé. Bilan de compétences, qu'est-ce qu'il peut faire ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a comme compétences? Qu'est-ce qu'on devrait lui apporter comme compétences? Formation complémentaire. Compétences complémentaires pour l'orienter soit vers un emploi salarié, soit vers la création de la micro-entreprise, voire même vers l'exportation à l'extérieur. Donc ça, c'est comme ça que ça va être. C'est ça. À partir de janvier, vous allez convoquer tous ces chômeurs. On ne peut pas traiter un stock de chômage qui est très important au départ. On va commencer au départ avec probablement 50 000, mais ça va s'accélérer par la suite pour recevoir et accompagner ces demandeurs d'emploi, en particulier ceux qui sont en chômage. Et pour qu'on puisse commencer dès le départ, c'est travailler sur les critères de choix dès le départ, parce qu'il y a quand même
un stock très important. Et il fallait donc trier et essayer de voir quels sont les plus qui nécessitent le plus donc, de la caractéristique de cette politique, c'est de mettre l'accent sur la compétence comportementale du candidat. C'est pas uniquement ça. On a montré un exemple, mais entre autres, ça va remédier à ces problèmes-là, mais ça va aider les jeunes à construire son projet professionnel. Et parfois que le jeune avant ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Même s'il va chercher un emploi, il trouve un emploi, d'ailleurs les postes vacants l'ont montré, il n'a pas certaines compétences, il n'a pas certaines compétences qui peuvent lui permettre d'accéder à ces postes d'emploi. Oui, écoutez, je voudrais revenir sur le fond du problème, en fait. Le modèle économique de libéralisation économique et financière, tel qu'il a été conçu depuis 87-90, à la veille jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il est toujours là, ce modèle il est très bon, parce qu'il est tuniso-tunisien, même si certains considèrent qu'il a été imposé de l'extérieur, c'est complètement débile. Tous les économistes tunisiens aujourd'hui, universitaires, etc., et techniciens dont vous êtes, disent que c'est incontournable, c'est vraiment le chemin qu'il faut faire. Sauf que ce modèle a été vicié au départ par un pouvoir politique, par une oligarchie qui existait déjà, etc. Résultat des courses, la croissance qui était de 5,5 à 6%, parfois 5 à 6%, n'était pas créatrice d'emploi, on se retrouve avec un chômage exorbitant et une perte de pouvoir d'achat, etc. Résultat des courses le 14 janvier. Bien. Cette libéralisation économique et financière, elle est voulue pour améliorer l'efficience de l'appareil productif, l'économie, pour la rendre plus socialement acceptable. Et la première des choses qui nous intéresse, c'est le bien-être social. Et le bien-être social commence par la position sociale de l'individu, c'est-à-dire avoir un boulot, un travail et avoir un emploi stable. Donc ici, l'économique et le social vont ensemble. Il n'y a pas d'antinomie, au contraire. Quand il y a antinomie, c'est que ça ne marche pas. Revenons sur le social pour revenir sur l'économie. Vous ne pensez pas que si on développe, on met en place un tiers secteur d'économie sociale solidaire, avec tout un environnement qui fait qu'il y ait de l'investissement social solidaire, un financement social solidaire, ce tiers secteur, ce troisième secteur, qui est à cheval entre le public, parce que le public il le contrôle, et tout en étant dans le secteur privé, c'est-à-dire des coopératives et des mutuelles, mais pas comme pendant les années 60 où c'était ni l'un ni l'autre. En fait, résultat des courses, d'ailleurs on a eu la crise de 68-69. Vous ne pensez pas que le développement de l'économique et du social axé sur un tiers secteur serait plus profitable que de réfléchir sur des détails, sur des choses qui finalement n'ont pas de portée effective? Certes, la note d'orientation du plan de développement 2016-2020, l'un des axes, disons, stratégiques qui figure au niveau de cette note d'orientation, c'est le développement de l'économie sociale et solidaire. L'économie verte. Oui. De toute façon. Ça, c'est un choix qui a été fait. Donc, le pays, il est allé au contraire. Pas allé, pas encore, mais on attend. Selon nos données, il va venir le plan de développement. Mais le ministère de la formation professionnelle, moi je parle de ce que je connais, elle a entamé des actions pour encourager la création de l'entreprise solidaire, en termes d'accompagnement, en termes de... ces dernières années... Effectivement, comment il faut lorsqu'on pense à l'économie sociale et solidaire, il faut penser globalement, mais le ministère a initié des petites initiatives. Certainement, on va revenir, et dans le plan de développement, l'accent est mis sur l'économie sociale et solidaire, mais le ministère de la formation professionnelle, elle a initié des actions pour encourager, pour aider à... Un peu timide, hein. Un peu timide, certes, mais elle a avancé, elle a déclenché le processus, et elle a fait même des cinémas de sensibilisation sur la question de l'économie solidaire et sociale. Est-ce que des entreprises de ce type ont été créées? De formations qui ont été... certainement des formations qui ont été pour des groupes de personnes qui sont mis ensemble pour créer leurs entreprises, et le ministère elle a pris quand même cette initiative. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a des lobbies, je ne veux pas que je connais,
que nous connaissons, qui se bloquent. Parce qu'on a même lu dans certains journaux qu'on va nous ramener à l'expérience des années 60. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression qu'il y a un blocage à ce niveau? J'ai pas cette impression. J'ai assisté à pas mal de séminaires, à pas mal de qui ont soulevé la question de l'économie solidaire et sociale en sens large et l'entreprise solidaire, mais qui ont partagé cette information-là, et au contraire, ils disent que c'est une voie qui peut être une voie très importante, et elle est là, donc pour qu'on puisse... Pourquoi ça bloque? Je ne sais pas, mais peut-être non, je ne pense pas que c'est un problème de financement, c'est un choix qui doit être fait dans le cadre d'un gouvernement stable. Probablement au départ n'était pas ça, je dis ça... C'était pas une différenciation des précédents gouvernements. Mais je pense que maintenant, tant qu'il est inscrite dans le plan d'orientation, elle est là, donc elle va pousser tous les gens. Donc vous allez creuser vers cette voie aussi. Également. L'économie sociale. Mais c'est pas uniquement du ressort. Oui, mais c'est pas uniquement du ressort du ministère de la formation professionnelle, c'est au sens large, donc les deux pays. Et je pense que c'est très important également de se mettre d'accord sur de grandes réformes d'orientation pour engager le pays dans un... Et c'est très important que toutes les parties prenantes soient impliquées dans ces choix stratégiques pour le pays, qui vont engager le pays dans un modèle bien déterminé, dans des orientations bien déterminées, pour ne pas dire dans un modèle bien déterminé. Donc à part l'économie sociale solidaire, comme l'a soulevé Tahar Lalmi, ou peut-être l'économie verte, etc., vers quoi vous vous dirigez, et vous en tant qu'observatoire, parce que c'est un peu différent du ministère, de l'administration. Donc vous êtes un observatoire, et donc certainement vous scrutez l'avenir, et vous cherchez d'autres pistes, d'autres niches, d'autres segments sur lesquels la Tunisie doit absolument travailler pour absorber le maximum de chômeurs qui posent un sérieux problème actuellement. Certes, dans le cadre de notre travail dans la direction générale de l'Observatoire national de l'emploi et des qualifications, le volet, parce que nous sommes organisés sous forme de pôle d'expertise, en particulier un pôle qu'on cherche à développer, c'est le pôle veille et prospective. Veille et prospective. Oui. Et le veille et le prospective, c'est très important pour orienter et nous avons, c'est un chrono qu'on a commencé à piocher récemment, et on a un grand projet avec l'UNESCO pour développer un modèle de prévision des besoins en compétences de l'économie. Ça, on va le commencer en 2016. Et on a commencé avec des enquêtes sur l'identification des besoins. J'en parlais de certains résultats. C'était dans le cadre de ces enquêtes-là. Il y a le court terme, il y a le moyen et le long terme. Le court terme, on essaie d'approcher avec des enquêtes auprès des entreprises, avec des entretiens au niveau du A. Et le moyen et le long terme, c'est à travers des modèles, des outils un peu plus complexes qui peuvent orienter les dispositifs non seulement de la formation professionnelle, mais de l'éducation et de l'enseignement supérieur en général. Oui. Donc vous allez travailler, justement c'est très important maintenant qu'il y ait des politiques, les trois départements du moins ministériels, l'éducation nationale, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, travaillent de concert pour savoir où orienter justement notre formation et vers quel secteur, vers quelle activité future. Parce que nous savons aussi que, excusez-moi, Fakhr Zaibi, nous savons que des métiers d'aujourd'hui, il y a des métiers qui sont valables aujourd'hui, ne le seront plus dans 5, 10 ans, 20, 15 ans. Et 5 ans, 10 ans, c'est demain. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'on se prépare pour ça aussi? Oui, on se prépare. D'ailleurs, la réforme du dispositif national de la formation professionnelle, un projet très important et très ambitieux qui a été présenté lors d'un CMR, l'un des axes ou l'un des résultats qui est en défi, de développer la fonction veille et prospective. Et l'observatoire, il a été nommé pour prendre en charge, à côté des autres missions que l'on a, cette fonction de veille et de prospective. Et cet exercice-là, c'est pas un exercice qui dépend uniquement de l'observatoire, mais il dépend de plusieurs partenaires, en l'occurrence le ministère de l'économie, le ministère de l'enseignement supérieur. Tout c'est un exercice collégial qui doit être fait, et ça se fait ailleurs, pour qu'on puisse se projeter, pour qu'on puisse essayer d'avoir, au lieu de naviguer à vue, d'avoir d'une vision. D'une vision. Avant, excusez-moi, certainement, on navigue à vue parfois. On navigue au jour le jour, quoi. Il fallait développer ces outils. Ces outils-là, ce sont des travaux de longue haleine qu'il fallait le mettre et l'asseoir pour qu'on puisse se projeter et essayer d'avoir une visibilité. Une visibilité très importante, que ce soit en termes économiques, mais en termes de ressources humaines. Et donc, à l'observatoire, vous vous préparez à ça, ou vous êtes prêt? J'ai déjà dit qu'on traite le volet, qu'on traite la question avec deux angles.
complémentaire. Un angle de court terme, où on essaie de développer des enquêtes. De parer aux urgences, quoi. Des enquêtes de moyen terme, selon l'année, à la base des enquêtes auprès des entreprises. On essaie de voir quels sont les métiers. Comme j'ai déjà dit, on a identifié 29 000. Mais il y a un volet moyen et long terme qui ne peut être fait avec des enquêtes. Il fallait d'autres modèles économiques, des modèles. Et le modèle, nous sommes entrés en partenariat avec l'UNESCO pour développer ce modèle et ça va démarrer en 2016. D'ailleurs, j'ai une mission d'expertise le 16 et le 17 de ce mois pour discuter sur l'enclenchement de cet exercice-là qui est très important. Un dernier mot Un dernier mot juste sur le modèle de développement économique qui a été adopté depuis l'ajustement structurel. Et il a des avantages, mais la seule inconvénient en tant que personne, je dirais de le critiquer, il a mis l'accent sur la privatisation, sur un modèle qui met l'accent sur les privatisations, sur les équilibres macroéconomiques, mais les réformes des dispositifs de préparation de ressources humaines n'ont pas allé avec cette orientation-là. On a freiner le recrutement dans l'administration, mais on n'a pas développé le secteur privé pour qu'il puisse recevoir, en particulier les diplômés de l'enseignement supérieur. Et le principal employeur des diplômés de l'enseignement était l'administration. Lorsqu'on a freiné avec 7 milliers de chômeurs, donc vous voyez que le modèle dans ça il est bon, mais il a quand même des limites. Il y a eu des ratés là où il faut l'aspect social, cet aspect qui n'a pas marché avec l'appareil de développement des ressources humaines. Et c'est important de le mentionner.